C'est l'heure du journal sur RTC. Voici les titres. La société Swami Agri a officiellement lancé sa campagne de commercialisation de la pomme de terre avec l'inauguration d'une nouvelle chambre froide d'une capacité de 15 000 tonnes à Mbane. Ce projet renforce les infrastructures de stockage et témoigne du rôle du secteur privé dans la sécurité alimentaire au Sénégal. La Fédération des boulangers du Sénégal, en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle, met en place un programme de formation destiné à 200 jeunes par an dans le domaine de la boulangerie. Cette initiative vise à renforcer les compétences des artisans tout en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes. En cette période de forte spiritualité, la demande de chapelet connaît une nette augmentation des modèles traditionnels en perles aux versions électroniques modernes. Les vendeurs se réjouissent de cette dynamique commerciale qui accompagne les pratiques religieuses. À suivre en fin d'édition, le dossier du jour, le ministre du Commerce annonce le retour de la Sonadis avec l'ouverture de 2000 boutiques à partir du 1er avril prochain. Cette initiative vise à lutter contre la cherté de la vie. Si les consommateurs accueillent favorablement cette mesure, certains boutiquiers s'inquiètent d'une concurrence pouvant impacter leur activité. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement de toutes ces actualités. Mercredi 19 mars 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et son homologue du Commerce et de l'Industrie ont procédé au lancement de la campagne de commercialisation de la pomme de terre de la société Swami Agri à Mbane. Ils ont également inauguré la 8e chambre froide d'une capacité de 15 000 tonnes. La rencontre a permis de souligner l'importance du secteur privé dans la réussite de la sécurité alimentaire. C'est un compte rendu de Nassirine Sadio. La commune de Mbane, située dans le département de Dagana, a abrité la deuxième phase du lancement de la campagne de commercialisation de pommes de terre de Swami Agri. Cette rencontre a été présidée par les ministres de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Dr Mabouba Diagne, et du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop. Une occasion de mettre l'accent sur l'importance de la production de la dite société. Je me réjouis de savoir que les besoins en pommes de terre du pays tournent aux environs de 111 000 tonnes par mois, 132 000, 130 000, 132 000 tonnes l'hectare par an. Si Swami Agri fait dans l'ordre de 105 000 tonnes, ça veut dire qu'on n'est pas très loin avec toute la production horticole des petits pays, des petits producteurs, on n'est pas loin des objectifs. Les ministres ont procédé ensuite à l'inauguration de la 8e chambre froide multifonctionnelle de 15 000 tonnes. Selon Serigne Gueye Diop, de nouvelles infrastructures seront mises à la disposition des populations pour garantir les besoins de stockage et de conservation des produits agricoles. Le gouvernement du Sénégal a chargé le ministre de l'Agriculture, mon frère Mabouba Diagne, et moi-même de faire en sorte qu'on puisse construire 40 magasins de stockage froid sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette cérémonie, qui a marqué également la participation des autorités administratives de Saint-Louis, a été l'occasion pour les acteurs d'inviter l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les importations afin de garantir une meilleure sécurité alimentaire. Une cinquantaine de femmes formées à ficelle sur la transformation des tomates en concentré et en ketchup dont l'écoulement constitue un véritable problème pour les maraîchers. Une formation possible grâce à l'appui du mouvement des maraîchers de Mbour en partenariat avec l'Union locale des femmes. Pape Kairé a assisté à la rencontre. Les horticulteurs de ficelle sont dans un désarroi total du fait de la surproduction de la tomate. Ils subissent d'énormes pertes et les prix trop bas, raison pour laquelle ils ont initié avec l'appui du mouvement des maraîchers de Mbour une formation sur la transformation de la tomate en partenariat avec l'Union locale des GPF. Si tu vas sur le terrain, tu verras quelqu'un avec 2 hectares de tomates, mais ne sait pas quoi en faire. S'il les récolte et les couvre, elles pourrissent. S'il appelle à Mbour, on lui dit de ne pas venir parce qu'il n'y a plus de place. Tu peux faire 3 à 5 jours de récolte, on t'amène des casettes, tu payes le transport pour Mbour. Au bout de 3 jours, elles sont remplies d'eau. On les filme et te l'envoie pour te dire que c'est pourri.
Cette activité va non seulement être une alternative pour ces maraîchers, mais aussi bénéfique pour les femmes. Beaucoup de maraîchers ont jeté leurs tomates et d'autres ont abandonné les récoltes parce que tu payes 500 francs ou 300 francs au récolteur pour la bassine et que tu la revends à 1500 francs. En plus, tu y défalques les semences, le gasoil, les peines et autres. Tu n'y gagnes rien. Vaut mieux les transformer en purée de tomates ou bien en ketchup ou jus de tomate que de les jeter ou les bazarder sur le marché. Pour une appropriation et une pérennisation de l'activité, des stratégies ont été également mises en place. Déjà, quand elles sont dans la démonstration, elles ont déjà pris la main pour pouvoir faire une fois après. Et en plus, il y aura un suivi parce qu'on leur a demandé, chacune ou en groupe, de refaire la même chose qu'on a appris aujourd'hui et de nous envoyer les preuves. La transformation des produits agricoles représente une opportunité pour les agriculteurs, mais peut contribuer également à la sécurité alimentaire. Santé au menu de cette édition à Matam, le manque de données sanitaires complètes complique l'analyse des indicateurs sur le paludisme, la santé maternelle, néonatale et infantile. À des propos du directeur régional de la santé qui précise que les blocs opératoires de Kanel et Ranérou disposent déjà de matériel. Cependant, leur mise en service ne dépend plus que du recrutement d'un personnel qualifié. Voici le docteur Moustapha Faye au micro de Oumar Sall. Nous pouvons dire que nous sommes totalement satisfaits des performances de plusieurs indicateurs. Par exemple, pour les programmes parmi lesquels nous avons des données exhaustives, la tuberculose et le VIH, nous avons quand même des très bonnes performances en termes de détection, de succès thérapeutique, mais aussi dans le VIH en termes de détection et de suppression de la charge virale, les 3,95. Par contre, pour beaucoup d'autres programmes, nous n'avons pas de données complètes. Par exemple, la rétention des données a en tout cas fait de sorte qu'on n'a pas une complétude qui nous permet de faire des analyses, mais les données dont nous disposons, la complétude tourne autour de 25-30% pour le moment. En tout cas, a permis d'avoir une idée sur certains indicateurs qui, en tout cas, on a constaté une amélioration entre 2023 et 2024. Je crois que ce qui reste, c'est que du personnel. Tout l'équipement, tout le matériel disponible, nécessaire et disponible, il reste que du matériel. Nous avons besoin d'un gynécologue. Nous avons déjà des techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation. Si on avait des gynécos de compétences, on pourra démarrer aussitôt après. Je pense que ce sera pour bientôt, Inch'Allah, si le personnel en tout cas est mis à disposition de l'autre. Dans l'actualité de ce mercredi également, chaque année, 200 jeunes seront formés et insérés dans les métiers de la boulangerie. Ceci fait suite à une convention signée avec la Fédération des boulangers du Sénégal et qui compte sur l'accompagnement du ministère de la formation professionnelle à travers le programme École-Entreprise. La durée de la dite formation est de 10 mois suivie d'une insertion professionnelle avec des contrats à durée déterminée. Djegan Won Li, la directrice du programme École Entreprise, et Amadou Gaye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, s'explique au micro de Ansa Sagna. Vous savez que dans la vision Sénégal 2050, les autorités dans l'axe 2 mettent l'accent sur le capital humain. Et on ne peut pas parler de capital humain sans passer par le ministère de la formation professionnelle. Donc sur les 700 000 jeunes qu'on doit former dans 5 ans, le ministère a besoin de toutes ces structures pour atteindre à ses objectifs. C'est dans cette logique que le PF2E a décidé de collaborer avec les chefs d'entreprise. Le secteur de la boulangerie est un secteur très important au niveau national et qui peut régler le problème aussi de l'employabilité des jeunes. Il nous a proposé de signer une convention dans laquelle nous voulons former
200 jeunes par an dans le secteur de la boulangerie et que ces jeunes-là seront insérés après leur formation. Le constat, nous n'avons pas beaucoup de qualifications dans notre secteur. C'est pourquoi la FNBS a saisi cette opportunité que le programme PFDE nous offre, qui va permettre de former et d'insérer. C'est le secteur privé qui donne l'emploi. Qui s'engage non seulement à accepter au niveau de leurs entreprises des jeunes, mais mieux encore, de trouver des emplois. Nous allons trouver des partenaires financiers pour que même si ces jeunes sont formés, pour pouvoir être le propre chef d'entreprise. Les investisseurs sénégalais détenant des actions à Ecobank depuis 2008 crient au scandale. Ils accusent cette institution bancaire de manque de transparence, d'opacité délibérée et de pratiques d'arnaque. Entre autres, ces investisseurs interpellent les autorités, notamment la commission bancaire, à ouvrir une enquête. Ils se sont réunis en assemblée générale à Keur Massar. Serine Dame John, coordonnateur du collectif des actionnaires d'Ecobank victimes d'arnaque, s'est confié à Barthélémy Kouli. Portons à la connaissance du public sénégalais et de la communauté internationale les pratiques inacceptables d'Ecobank à l'encontre des sculpteurs sénégalais ayant investi dans des actions de cette institution financière. Depuis 2008, de nombreux investisseurs sénégalais ayant placé leur confiance et leurs économies dans l'achat d'actions d'Ecobank se heurtent à un manque criard de transparence, à une opacité délibérée et à des pratiques qui s'apparentent à une véritable arnaque. Ces agissements indignes d'une institution financière de renom portent gravement atteinte aux droits des actionnaires et sapent la confiance dans le système bancaire. De nombreux sculpteurs ont constaté des irrégularités dans la valorisation de leurs actions, ainsi que des retards injustifiés dans le versement des dividendes. Ces pratiques portent préjudice aux actionnaires et remettent en question l'intégrité de la gestion d'Ecobank. Nous exigeons qu'Ecobank fournisse immédiatement des explications claires et détaillées sur la situation des actions sculptées par les Sénégalais. Mettre en place un mécanisme transparent et accessible pour permettre aux actionnaires de suivre et de gérer leurs investissements. Rembourse intégralement les sculpteurs lésés et verse les dividendes dus sans délai. Nous appelons également les autorités sénégalaises, notamment la commission bancaire, et les instances de régulation financière à ouvrir une enquête approfondie sur les pratiques d'Ecobank et à prendre des mesures pour protéger les intérêts des investisseurs sénégalais. Et toutes nos tentatives de joindre les responsables de Ecobank sont restées vaines. Cependant, nos antennes restent ouvertes pour toute information venant de leur part. Direction le Saloum, inauguration d'un complexe islamique à Kaolack par les membres de l'association pour la renaissance du patrimoine islamique et de l'expansion de la culture arabe. Ceci dans le but de mieux vulgariser l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Cet établissement fermé depuis 2022 pour des travaux de réflexion vient de rouvrir ses portes aux étudiants pour l'apprentissage du Saint-Coran. Daouda Chérif Aïdara, président de l'ONG Arpieka, au micro de Ousmane Dem. Et on est venu ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce centre. Donc c'est un centre islamique, disons un complexe qui est composé avec 15 salles de classe, il y a une dispensaire, il y a une grande mosquée et des magasins et un bloc administratif et il y a également des toilettes. C'est une contribution pour la vulgarisation de l'enseignement arabo-islamique. Et également, c'est un programme qui est un programme de l'État du Sénégal, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, avant qu'on finisse les travaux, déjà, les classes sont déjà occupées. Même en haut, vous voyez, c'est déjà occupé. Donc, les gens attendaient avec impatience la fin de ces travaux pour occuper les salles.
Et en cette période de Ramadan, le chapelet occupe une place importante dans les pratiques religieuses de nombreux fidèles. Si certains restent attachés au chapelet traditionnel, d'autres optent pour le chapelet électronique. À cette diversité de choix profite aux vendeurs qui se réjouissent de cette forte demande car ils se frottent les mains. C'est un reportage signé Aminata Abdoulaye Watt. Et pourtant, le chapelet est très prisé en cette période de Ramadan, comme le confirment ses vendeurs. La vente marche en période de Ramadan. Certains clients viennent pour refaire leur chapelet, d'autres pour acheter de nouveau. Le prix varie, ça dépend de la qualité. Il y en a à 1000 francs, 2000. Les plus chers sont à 100 000, 150 000. Cet accessoire, désormais disponible sous forme électronique, séduit de nombreux fidèles. Toutefois, les préférences des utilisateurs restent variées. C'est très pratique. Le chapelet électronique, c'est très pratique. En tout cas, je trouve que c'est mieux car on peut l'utiliser facilement dans la voiture, au bureau, entre autres. Le chapelet, un objet essentiel pour certains pratiquants. À la question de savoir si le chapelet électronique est valable dans l'accomplissement du wird, Oustaz Tafsir Thiam répond par ceci. Que ça soit le chapelet traditionnel, le chapelet électronique, des pierres ou autre chose, c'est juste compter. L'essentiel, c'est de le faire correctement et éviter de commettre des erreurs en comptant. En ce mois béni, vendeurs et fabricants de chapelets se réjouissent d'une forte demande, mais l'essor des chapelets électroniques représente-t-il une menace pour les fabricants de modèles traditionnels? La question mérite réflexion. Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Une seule note à retenir, il s'agit du dossier du jour. 30 ans après sa disparition, la Société nationale de distribution Sonadis revient avec 2000 boutiques dont le lancement est prévu pour le 1er avril 2025. Le recrutement de 1000 volontaires a déjà été lancé pour contrôler la distribution des produits et stabiliser les prix. Si les consommateurs considèrent cela comme une solution contre la cherté de la vie, les boutiquiers du quartier, quant à eux, craignent une concurrence déloyale. Dans ce dossier signé Mahmoud Afé. Les plus jeunes ne connaissent pas la Sonadis, mais nous, de notre temps, même les tenues scolaires, on achetait ça au niveau de la Sonadis. Et tout le monde y trouvait son compte. Un retour vers le passé, c'est ce que semble envisager le nouveau régime avec la relance de la Société nationale de distribution Sonadis. Disparue dans les années 90, ces structures avaient joué un rôle essentiel dans l'approvisionnement de nombreux ménages sénégalais en produits de première nécessité. Même nous autres enfants, nous étions très jeunes. Mais on était enthousiastes quand on disait qu'on va aller à la Sonadis, vous payez une tenue ou vous payez un sac de riz ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très important pour dissuader les autres petits commerçants du coin pour qu'ils appliquent au moins la vérité des prix. Rien que pour ça, moi je crois que c'est une très bonne initiative de l'État, pourvu que ça aboutisse. À l'époque, la Sonadis était implantée dans plusieurs quartiers du pays. Depuis sa disparition, les prix des denrées alimentaires ont connu une flambée, rendant le quotidien des ménages les plus modestes encore plus difficile. En ce moment, il y a un peu de désordre sur les prix des différents boutiquiers. Un boutiquier peut vendre 100 francs, l'autre 125, l'autre 150. Il n'y a pas de contrôle de prix. Mais si ces genres de boutiques qu'on appelle Sonadis arrivent, il y aura des homologués, des prix fixes. Au moins, il y aura la vérité des prix partout. Vous savez, les Sonadis, déjà, ce sont des sociétés nationales de distribution à grande échelle, qui vendent un peu de tout et qui appliquent la vérité des prix. Au moins, ça va être un instrument pour dissuader les petits commerçants du coin là. Parce que
nous aurons ailleurs où aller. Le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal juge le retour de la Sonadis bénéfique. Il appelle toutefois l'État à impliquer tous les acteurs pour assurer son succès. Il faut une concertation large et associer tous les acteurs autour d'une table et de discuter de la mise en place de cette Sonadis. Le constat qu'on avait fait avec les boutiques références, on n'avait pas associé tous les acteurs. Je pense que cette fois-ci, et c'est l'appel que je lance au nouveau gouvernement, il faut associer les associations de consommateurs. Voilà. Dans les concertations, parce que le modèle qu'on va mettre en place, nous aujourd'hui, on ne sait pas quel est le type de modèle de Sonadis. C'est vrai, on a dit que c'est une société nationale de distribution, mais le contenu, le modèle, on ne sait pas. Nous, on a une idée derrière. Je pense que si on associe à la mise en place de cette Sonadis-là, certainement, on va peut-être donner un autre point de vue par rapport à cette Sonadis. Faut-il craindre la disparition progressive des boutiques de quartier? Non, répondent de nombreuses familles, soulignant que ces commerces de détail sont flexibles et offrent des avantages spécifiques. Vous savez, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en jeu. Moi, quand j'ai un problème, je vais voir le boutiquier du coin pour qu'il me dépanne. Puisque la Sonadis devra cohabiter avec les boutiques traditionnelles, le chargé de communication de l'Association des boutiquiers détaillants du Sénégal insiste sur la nécessité de leur inclusion dans le projet pour éviter une concurrence déloyale qui pourrait fragiliser leurs activités. Ce que nous demandons à l'État, c'est une fois que ces boutiques référentielles installées, il nous laisse, nous les boutiquiers, poursuivre notre travail sans aucun appui. Et si nous n'arrivons pas à nous en sortir, qu'ils viennent nous montrer comment faire alors. Vous savez, la relation que nous, les boutiquiers, avons avec la société est très forte. L'aide que nous apportons, la Sonadis ne pourrait jamais la fournir, même si elle essayait, elle échouerait. C'est pourquoi nous demandons l'inclusion. Pour garantir une régulation efficace des prix, les Sénégalais appellent à une vigilance accrue, impliquant aussi bien les autorités, les consommateurs que les commerçants pour une veille accrue. L'État a dit aussi qu'il va recruter 1000 jeunes pour surveiller la vérité des prix. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Il faut que nous autres Sénégalais, que nous ayons le réflexe de la dénonciation. Il faut que nous ayons le réflexe de la dénonciation. Parce que l'État ne peut pas mettre derrière chaque boutiquier un contrôleur économique. Ce n'est pas possible. Cette vision, pilotée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, prévoit la création de 2000 boutiques témoins sous l'enseigne Sonadis. Une décision largement saluée par les ménages qui espèrent ainsi un meilleur accès aux produits de première nécessité. Justement, c'est ce dossier qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Au revoir.